même si on dit où allons-nous, comme Salomo vient de le dire, mais j'aimerais que Salomo aussi puisse commencer à évoquer où nous sommes aujourd'hui. Vous commencez à dire nous allons où, mais nous sommes à quel niveau aujourd'hui? C'est ça le cas de départ. La situation de départ détermine la capacité et les efforts à déployer pour arriver à un résultat quelque part. Quand j'ai dit qu'un élève qui a 40%, un élève qui a 55%, 60%, quand il se donne l'objectif de distinguer, l'effort ne sera pas le même, ne sera pas le même. Il faut d'abord décrire la situation, l'état derrière, tous ces problèmes, et puis on se dit comment faire cet engagement, quelle est l'énergie qu'il faut faire, qu'il faut déployer pour qu'on arrive au résultat escompté. D'abord, il faut que je fasse une petite présentation par rapport à ce concept de vision. Le concept de vision est mal historiquement. D'abord, vous savez qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le monde du développement a été classifié en trois. Il y avait ce qu'on appelle les pays en voie de développement, les pays développés. Les pays développés étaient en deux. Il y avait les pays capitalistes et les pays communistes, et il y avait ce qu'on appelait communément le tiers monde. Donc le pays du tiers monde était caractérisé par l'exportation surtout des matières premières. Les matières premières, le coton, le café, le thé, le pétrole, les mines, l'or, etc. Tandis que les pays développés étaient spécialisé dans l'exportation des produits finis. Pour les produits finis, les voitures, tout ce qui sont à la base de la consommation humaine, nous été produits par les pays développés. Alors, le concept d'émergence, c'est quand il y a des pays classifiés dans le monde, le monde ont commencé à s'imposer et aussi comme des pays pouvant inverser la tendance à exporter des produits finis sur le marché. L'émergence, c'est cette capacité d'agresser le marché d'exportation mondiale. C'est récemment qu'on a commencé à voir des voitures qui sont produites ailleurs, des tissus qui sont produits en Turquie, des pays comme la Turquie, des pays qu'on appelle d'abord sud-asiatiques. C'est à ce moment-là où le concept d'émergence est né. Donc les pays émergents sont des pays qui commencent à s'imposer, à quitter le stade traditionnel d'exploitation des produits primaires. Vous ne pouvez pas être posé comme pays émergent si vous êtes encore dans une phase d'exportation, café, coton, sans amener de transformation, mais sur place. Agresser le marché mondial par l'exportation des produits. L'exemple nous était donné régulièrement à travers les pays qu'on appelle sud-asiatiques, Corée du Sud, Corée, Taïwan, vous savez. Maintenant, vous pouvez voir l'exportation des produits finis de Corée du Sud. Samsung, c'est la Corée du Sud. Mais dans les années 30, 40, la Corée du Sud, au niveau du développement, était comparable, par exemple, aux pays du tiers-monde. Actuellement, alors, on classifie les pays généralement en quatre groupes. Il y a d'abord les pays pauvres, moins avancés. Pauvres, moins avancés. Il y a les pays en développement. Il y a les pays émergents et les pays développés. Alors, votre cher Burundais, vous le classifiez où? C'est où? C'est parmi ces pays pauvres et moins avancés. PIB par habitant qui est encore à un niveau très bas, $60, taux de pauvreté encore 70%, le niveau des infrastructures des infrastructures encore critique, les réserves de change, l'inflation, l'expansion de la condition de vie de la population. Ça veut dire que le Burundi est encore à un niveau très bas, qui
doivent d'abord s'affirmer, traverser le groupe des pays développés pour enfin arriver à cette émergence. Ça veut dire que le Burundi doit faire beaucoup d'efforts pour parvenir à inverser cette tendance. Mais quand même, c'est possible, il s'agit d'une volonté politique assez affirmée, comme l'a dit le professeur. Pour que ces développements soient une réalité, alors il y a ce qu'on appelle les préalables. Ces préalables-là, ce sont ces difficultés, ce sont ces obstacles qu'il faut finalement franchir. Et je peux les donner un tout petit peu. Donc le Burundi devrait d'abord s'assurer d'une cohésion nationale et d'une stabilité politique, avec un leadership fort. C'est ça la base. Il faut quitter le stade d'instabilité, des cycles électoraux instables, qui risquent de confiner le pays dans des cycles de violence interminables. Surtout, essayer de finir avec ce passé sombre qui continue à peser lourdement sur le présent au niveau de la réconciliation nationale. Je donne un exemple. Imaginez-vous aujourd'hui, les futures élections c'est en 2025. Imaginez-vous si chaque cycle électoral en 2025 était amené une tension. En 2027, on organise encore des élections. En 2030, des élections. En 2032, des élections. Vous voyez qu'une fois on ne s'assure pas la stabilité, il y a un risque de reculer. L'autre élément important, c'est cette capacité de planification, l'appropriation politique au plus haut niveau. Ces documents de vision exigent une appropriation effective. C'est cela même qui a manqué. Donc vous avez parlé de la vision 2025, plan national de développement, vision 2025. Exactement. Bon. Quand un élève a une note très basse, il doit fournir des efforts. Exactement. Pour arriver à la moyenne et enfin parvenir à distinguer. Un autre élément très important, c'était la capacité de mobilisation des ressources, la gestion des ressources humaines avec la mise en avant de l'expertise et la lutte contre la corruption et l'efficacité institutionnelle. Il y a des préalables à quoi il faut passer si on s'assure de leur stabilité. On devait alors commencer à tourner vers cette émergence d'une façon engagée et visible. Le Burundi ne peut pas s'assurer dans le chemin de l'émergence sans pouvoir s'ouvrir aux capitaux extérieurs, au financement extérieur. Le financement interne au Burundi ne peut pas assurer l'émergence. Ça, c'est une réalité. Ça pourra être l'aide publique au développement, le financement interne, mais c'est de la planification, ce n'est pas possible. Le Burundi doit faire toute sa stratégie de mobilisation de financement extérieur, je dis sous forme d'aide publique au développement. D'ailleurs, c'est un pays qui est encore éligible au guichet des dons, développement. Il faut même la capacité d'absorption de ces dons. Vous savez que ça est encore en déficit. Il faut alors franchir toutes ces étapes, mobilisation même de l'aide, mais avoir même la capacité d'absorber cette aide qui nous est disponible. Donc il y a encore des étapes à faire pour que cette situation d'émergence soit vraiment une réalité. Quand on est à un niveau de réserve de change d'un mois, ça veut dire qu'il y a des problèmes au niveau de la mobilisation des financements extérieurs, donc ça au niveau de l'exportation ou d'autres appuis. Déjà même aujourd'hui au niveau du budget de l'État et les ressources, l'année passée au budget 2022-2023, les financements extérieurs étaient estimés 333 milliards, mais maintenant c'est à plus de 900 milliards. Ça veut dire que le gouvernement lui aussi voit que quelque part la mobilisation de l'aide publique au développement reste incontournable. Donc il faut avoir des stratégies conséquentes. La société civile incarne l'action citoyenne qui doit être dynamique pour justement accroître ce que j'appelle la redevabilité des dirigeants. C'est la société civile dynamique qui invite l'État à être redevable.
de se sentir redevable vis-à-vis de la population, qu'il doit exécuter les programmes promis, qu'il doit s'investir dans la bonne gestion de la chose publique, dans la transparence. En dehors d'une société civile dynamique, ça veut dire toutes ces valeurs qui doivent guider la gestion moderne de la République ne sont plus assurées. Donc j'invite la société civile, vous aussi la jeunesse, vous faites partie de la société civile, pour que votre action soit dynamique, pour que ces valeurs de transparence, de leadership, de stabilité politique, de bonne gouvernance soient une réalité qui soit érigée en mode de gestion de la chose publique. Moi, je qualifie les relations de la société civile au gouvernement actuellement, je les qualifie de bonnes. Et quoique la société civile, le gouvernement, des fois, les intérêts divergent. Comme je vous ai dit, la société civile, c'est le dynamisme citoyen, c'est la vigilance citoyenne, c'est l'exigence de la redevabilité, c'est l'exigence de ces valeurs de transparence, de recrutement objectif, toutes ces valeurs qui doivent guider la bonne gestion de la chose publique. Et les intérêts divergent parce que, quelque part, l'autorité publique peut tenter de se servir du poste qu'il a pour assouvir ses intérêts personnels. Quand alors il heurte une société civile dynamique, les intérêts divergent et c'est là où il y a quelquefois des problèmes et au niveau de la communication ou quoi, parce que dans le sens même de l'action, les intérêts divergent. Mais actuellement, je dis que, bon, avoir le leadership au plus haut sommet, des fois, je dis que même le président de la République est en avance dans la dénonciation de certains faits, puisque la société civile, s'il est déjà en avance, c'est une évolution. Dans le temps, les questions étaient beaucoup plus taboues, mais actuellement, il est en avance. Alors, dans la dénonciation, n'est-ce pas? La justice qui ne va pas, la corruption, peut-être actuellement, il faut une méthodologie, il faut des professionnels, il faut des plans d'action opérationnels pour arriver au résultat qu'on veut. Mais à ce niveau, on commence déjà à débattre sur ces questions qui dans le temps étaient certains tabous. C'est déjà une avance. Alors on devrait suivre le rythme. Mais aussi, cette volonté de vouloir faire du Burundi un pays émergent, 2040-2060, ça exige des réformes, c'est des engagements, c'est des disciplines dont vient d'évoquer madame ici. Alors, cette vision donne une occasion, donne un cadre pour la société civile de faire son plaidoyer parce que toutes ces réformes sont universelles. Toutes ces étapes auxquelles le Burundi doit passer cette émergence sont universelles. Il faudra tout simplement savoir, même si on dit où allons-nous, comme Salomo vient de le dire, mais j'aimerais que Salomo aussi puisse commencer à évoquer où nous sommes aujourd'hui. Vous commencez à dire nous allons où, mais nous sommes à quel niveau aujourd'hui? C'est ça le cas de départ. La situation du départ détermine la capacité et les efforts à déployer pour arriver à un résultat quelque part. Quand j'ai dit qu'un élève qui a 40%, un élève qui a 55%, 60%, quand il se donne l'objectif de distinguer, l'effort ne sera pas le même, ne sera pas le même. Il faut d'abord décrire la situation, l'état derrière, tous ces problèmes, et puis on se dit comment faire cet engagement, quelle est l'énergie qu'il faut faire, qu'il faut déployer pour qu'on arrive au résultat escompté. J'imagine qu'il faut accroître ce qu'on appelle la planification transparente. La planification transparente, cette planification dynamique qui associe le citoyen. Le citoyen est associé. L'élaboration du budget, dès le départ, au niveau du débat. Il y a des maisons extérieures qui cotent souvent le niveau de gestion de la chose publique dans les pays sur 3 aspects. La participation du public dans l'élaboration du budget, la transparence dans la publication des documents budgétaires et le contrôle du budget. Contrôle sérieux, audit interne, audit externe.
Au niveau de la participation du public, le Burundi a une note la plus basse, c'est 0. Ça veut dire que le public n'est pas associé. Cette planification dont vous évoquez, normalement, le projet de budget de l'exécutif, là, il devait être publié depuis le mois de mars pour savoir le contenu. Quel contenu de chaque ministère. Si le ministre va défendre le budget qu'il y a au Parlement, il sera redevable par rapport au programme de son ministère. Si alors il commence à exécuter le budget lui-même, il aura des engagements faits vis-à-vis des citoyens. Mais aujourd'hui, c'est la confusion, c'est global. Et non, le projet de budget de l'exécutif n'est jamais publié. Puis, ce qui est publié, c'est le budget approuvé. Il est publié en le budget approuvé. Il y a deux documents très importants. Le rapport préalable au budget, qui décrit la situation macroéconomique du pays, les objectifs, les capacités, la situation d'endettement, les ressources. Et puis on s'en va au projet d'objet de l'exécutif, qui doit être publié 3 mois avant pour qu'il donne son idée, son opinion. Mais tout sera fait dans l'opacité. Il faut alors bouger à ce niveau pour que cette transparence soit une réalité. Même sur le document, par exemple, de révision du budget. Au Conseil des ministres, vous avez j'ai entendu qu'on va... Mais aussi, ces documents devaient être transparents. Même discuter avant. Il faut aller à ce niveau. C'est à ce moment où là, ce qu'il a dit qu'une fois les ministres commencent à être des ordonnateurs et même, il faut d'abord passer à cette transparence pour que chaque ministre a un engagement à faire vis-à-vis. Au niveau de l'éducation, quel programme il doit le défendre au Parlement, devant les citoyens. On va le juger sur les résultats et non pas rester dans cette situation de confusion totale. Et je me demande parce qu'il y a même une évaluation, vous savez, qui vient d'être faite par l'équipe de consultants PIFA, qui vient faire une restitution. Il y a des piliers ici qui ont été évalués et la plus basse note est D. Vous voyez qu'ici, au niveau de tous les piliers, c'est la note D qui prédomine. Mais j'imagine que si une fois, peut-être je ne peux pas éliminer tous ces piliers ici, mais une fois cette évaluation PIFA inaugurait une dynamique de volonté de réformer la gestion des finances publiques au niveau de la transparence, au niveau du contrôle budgétaire sérieux et surtout être capable. Il y a un pilier par exemple qui est très important qui dit stratégie budgétaire et établissement du budget. Savoir adapter, donc lier les documents de programme à la budgétisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la cohérence entre la planification et la budgétisation, il y a encore des problèmes. Des projets en cours qu'on ne peut pas trouver à travers la loi des finances. Il faut que toutes ces histoires-là soient vraiment assainies pour que cette gestion de la chose publique au niveau du budget puisse nous donner des résultats. Je vous remercie.